Laurent Bertone, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Succinctement, je dirais que je suis journaliste et essayiste. J'ai écrit en 2013 La France Orange Mécanique, un livre sur l'insécurité qui a pas mal fait de bruit à l'époque. J'ai écrit un livre sur le conditionnement médiatique, La France Big Brother, qui m'a valu d'être mis au banc de la profession et des médias. J'ai écrit Guérilla, un livre sur l'anticipation d'une possible guerre civile en France. J'ai écrit très récemment La France interdite, un livre centré sur l'immigration, qui est, à mon sens, le sujet le plus dangereux, le plus casse-gueule aujourd'hui en France. La France interdite, c'est le titre du livre. Évidemment, j'ai pas un accès médiatique considérable pour en parler. Quand cet accès a lieu, ça se résume à de l'inquisition, à de l'intimidation. Donc aujourd'hui en France, on ne peut pas débattre sereinement de ce qui touche à l'insécurité, à l'immigration, au conditionnement médiatique, sans être accusé de ce qu'on sait, de faire le jeu de on sait qui. Qui on sait qui ? L'extrême droite, le Front National, etc. Donc tout le débat public aujourd'hui sur ces thématiques-là est entièrement piégé en fait. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, en plus de, pour une fois, apporter une vraie pierre au débat, c'est-à-dire des chiffres, des études précises sur la question démographique, sur les conséquences de l'immigration, conséquences économiques, sociales, culturelles, etc. Donc voilà, en gros, j'ai essayé de faire le tour du sujet de la manière la plus complète possible. Mais je constate que le sujet n'accède pas à ces fameux grands médias, à part pour des échanges spectaculaires en disant d'une part vous êtes un peu l'équivalent de Méphistophélès, vous êtes diabolique, tout ce que vous incarnez est le mal, donc on ne parle pas de ce que vous avez fait de votre travail, mais simplement de vos intentions présumées. Et on évite, ce faisant, d'entrer dans le vif du sujet en fait. Et on évite toujours ce fameux débat. On parle en France depuis très longtemps de l'immigration et de ses conséquences, mais on n'en parle jamais sur le fond. C'est toujours le postulat émotionnel, c'est-à-dire soit on est contre, et donc il faut tous les rejeter à la mer, et soit on est pour, et donc ils constituent une richesse formidable, et il faut tous les accueillir. Et entre les deux, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'argument rationnel, donc j'ai essayé de les rassembler, de les amener avec ce livre en fait. C'est quoi le milieu ? Le milieu, c'est justement une analyse un peu dépassionnée de la question. C'est-à-dire, factuellement, concrètement, est-ce que la population de la France change ? Si oui, dans quelle proportion ? Est-ce que ça a des conséquences qui sont positives sur l'économie, sur la société ? Qu'est-ce que vous entendez par changement de population ? C'est la fameuse théorie du grand remplacement, des choses comme ça ? Voilà, on en parle beaucoup dans les médias sous ce terme, c'est-à-dire la théorie du grand remplacement qui voudrait que les populations d'origine européenne, autochtones, soient remplacées petit à petit par des immigrés d'origine extra-européenne. Pourquoi dire autochtone ? Parce que l'Europe est quand même un brassage, non ? C'est-à-dire que depuis à peu près 45 000 ans, les individus qui vivent en Europe sont originaires d'Eurasie, d'Europe et d'Asie. Et là, l'immigration qui concerne les individus d'origine extra-européenne est absolument inédite, n'a pas de précédent, ou en tout cas des précédents extrêmement minimes en tout cas, par rapport à ce qui a lieu aujourd'hui. Donc objectivement, c'est un phénomène totalement inédit par son ampleur, par ses conséquences. Des chiffres pour étayer ? Alors, d'après donc les études que j'ai collectées, de l'INED, de l'INSEE, je travaille uniquement sur des études de démographes officiels pour justement pas prêter le flanc à toutes sortes d'accusations. Et j'arrive à la conclusion qu'à peu près 18% des Français, des habitants de la France aujourd'hui sont d'origine extra-européenne. Mais que la pyramide des âges donne des informations un peu complémentaires, à savoir que les individus les plus âgés en France aujourd'hui sont très largement des autochtones, ce qu'on appelle les Français de souche, les natifs au carré, il y a quantité de désignations, chacun retiendra celle qu'il préfère. Mais quand on descend cette pyramide des âges, on se rend compte que la proportion d'individus originaires de pays extra-européens, moyen-orientaux, maghrébins, subsahariens, devient de plus en plus importante. Et quand on arrive aux nouveau-nés, on a à peu près 40% des naissances aujourd'hui en France qui sont d'origine extra-européenne.
Donc il y a bien une évolution démographique de la structure du peuple français, et même européen, on le constate partout. Comment vous faites pour avoir des stats sur les naissances en France ? Alors les naissances, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus par l'INSEE et l'INED en 2008, donc ça date un petit peu, mais déjà à cette époque-là, ils admettaient qu'à peu près 30% des naissances en France étaient d'origine extra-européenne, de parents originaires donc de pays extra-européens. Il n'y a pas eu d'études qui ont été menées plus récemment, mais on a ce qu'on appelle la drépanocytose, le dépistage d'une maladie donc génétique qui touche exclusivement des populations issues donc d'Afrique subsaharienne, du bassin indien, donc en gros, disons que les populations qui sont dépistées ça coïncide à peu près avec les populations extra-européennes. Ce qui nous donne une sorte d'instrument de mesure en fait. Ça peut être la Martinique, la Guadeloupe, les îles Caraïbes. Oui. Évidemment, mais d'ailleurs, j'explique dans le bouquin qu'il y a comme ça, par exemple, l'immigration asiatique, chinoise, vietnamienne n'est pas concernée par ce dépistage, donc c'est pas une valeur absolue. Mais l'un dans l'autre, quand on a accès à ces chiffres qui sont très précis, qui sont plutôt bien faits, ça donne un indicateur, en tout cas assez fiable, de la composition des naissances en France. Cet indicateur, d'ailleurs, ne sera plus reconduit puisque la Haute Autorité de Santé a décidé de ne plus publier les résultats, justement parce qu'il montrait, à mon avis, que cette tendance croissante disons que la part des naissances extra-européenne devenait de plus en plus importante et que justement ça apportait de l'eau au moulin de Renaud Camus, sa théorie du remplacement, etc. Et qu'effectivement la structure de la population française changeait et qu'il est je pense pour les hautes autorités de santé et le gouvernement, il est dangereux d'en parler parce qu'ils savent très bien que les Français, ça les inquiète, objectivement. Parce que en France, on nous permet de dire que ça les inquiète ? En France, on nous explique depuis très longtemps que la démographie, la natalité française se porte extrêmement bien par rapport à la natalité européenne, qu'on n'est pas loin des 2 enfants par femme, donc que tout va très bien, les générations sont renouvelées. Sauf que justement, quand on fait ce détail, quand on prend en compte pas seulement la natalité des immigrés, mais aussi des descendants d'immigrés, on se rend compte que la natalité... Oui, les descendants d'immigrés sont français. Mais on se rend compte que la natalité des autochtones, c'est-à-dire des populations originaire d'Europe, est extrêmement basse, à peu près 1,2, 1,4 enfants par femme en Italie, en Allemagne, en France, et que ce déficit démographique est pallié par cette immigration. L'ONU, c'est l'ONU qui a employé ce terme, l'immigration de remplacement, pour dire ces individus, le stock de consommateurs n'est pas renouvelé, donc il faut les remplacer. Donc il faut faire venir cette immigration. Tant pis si elle n'est pas de la même culture, s'il y a un différentiel culturel important, si son niveau de qualification ne correspond pas à celui de l'OCDE, aucune importance. Le but du jeu est de maintenir le nombre de consommateurs, en gros. Parce que comme ça, le gâteau économique, le produit intérieur brut, reste à peu près constant. Donc c'est un choix de leur part, pourquoi pas, sauf qu'ils partent du postulat que cet état de fait ne va pas avoir de conséquences fâcheuses pour la société française. Et là, on arrive à un discours qui est, à mon avis, parfaitement idéologique et qui refuse justement d'appréhender la globalité des conséquences de l'immigration. Sur le plan économique, on nous explique toujours c'est une chance, c'est une richesse, ça rapporte. Ça rapporte peut-être à ceux qui sont tout en haut de la pyramide économique, les patrons, les individus très hautement qualifiés, mais à ceux qui sont en bas, c'est-à-dire les travailleurs moyens, les individus peu qualifiés, ils subissent objectivement la concurrence de l'immigration en termes d'emploi, en termes de salaire, et ils transfèrent une partie du fruit de leurs efforts, de leur productivité, sous forme de la fiscalité vers des individus, comme ils sont très fortement sous-qualifiés par rapport à la moyenne de l'OCDE, ils sont davantage bénéficiaires des aides sociales, ils ont un taux d'emploi qui est nettement plus faible que le taux d'emploi moyen. Ah oui, le bouquin, alors pour le coup, regorge de sources, justement, comme je le dis, exclusivement des sources officielles ou publiées dans des revues scientifiques de premier plan. L'INSEE, l'INED essentiellement, parce que tous les chiffres existent, c'est ça en France en général, on me dit mais on nous cache tout, on dit rien. Les démographes font leur boulot. Le problème, c'est que leurs conclusions n'arrivent pas jusqu'aux écrans.
Le démographe à la télévision vous explique non, l'immigration ne fait pas changer la France puisque l'immigration elle est stable depuis Clovis parce qu'il y a toujours 8% d'immigrés en France. Les immigrés nés à l'étranger. Mais on ne parle pas des descendants d'immigrés. Et évidemment, Français donc. Oui, mais il y a une hypocrisie fondamentale là-dedans parce que le type, le Français moyen qui regarde, qui se promène dans la rue ou qui voit les états civils ou les photos de classe, etc., lui dit mais moi j'ai l'impression que la population de la France évolue. Et c'est lui mentir. Elle évolue comment? En couleur, en taille? Oui, en couleur. Elle évolue. Enfin, cette fameuse diversité visible dont on dit qu'elle n'est pas assez représentée dans les médias, etc. Et qu'on lie intrinsèquement à une richesse, c'est-à-dire une forme de supériorité qui est basée uniquement justement sur cette apparence et cette couleur, une forme de racisme inversé en fait. La diversité est une richesse, ça veut clairement dire si vous êtes de la bonne couleur, vous avez une sorte de plus-value en fait, que non pas les blancs, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur niveau de vie, leur rapport culturel, etc. Donc moi, je considère que c'est un problème de regarder les choses à travers ce prisme. Il y a toujours beaucoup de discrimination à l'embauche pour les gens qui ne sont pas de la bonne couleur aussi, non? Alors ça, c'est un des thèmes assez importants dans ce livre. Je montre que pour la discrimination, on se base sur une équivalence présumée des compétences à diplômes égaux. Par exemple, l'OCDE a fait des calculs là-dessus, c'est-à-dire qu'un immigré niveau licence et un autochtone de souche qui avait un niveau licence aussi, l'OCDE s'est rendu compte qu'il y avait 3 années d'écart de compétences entre les deux. C'est-à-dire que la licence d'un immigré, elle ne correspond pas du tout au niveau de compétence d'une licence française. Donc évidemment, à partir de là, vous allez trouver des discriminations, parce que si vous pensez que les deux niveaux sont égaux, et donc évidemment, l'immigré, son taux d'accès à l'emploi ou son salaire, etc., enfin tout est plus faible, sauf que quand on se base sur le niveau d'aptitude stricte, là on se rend compte que non seulement l'immigré n'est pas désavantagé, mais que même plus on va vers les professions qui sont valorisées socialement, qui sont fortement payées, plus il est même avantagé. Ça veut dire que notre société, je pense, a intériorisé ce discours, la diversité est une richesse, etc. Il faut agir de manière antiraciste, il faut même donner des gages qu'on pense bien, qu'on est du bon côté de ce monde. Et plus on va aller vers les métiers bien payés, dans les grandes entreprises, dans les grands groupes, plus on va avoir cette espèce de discrimination. C'est même pas un mot d'ordre, c'est-à-dire que les RH ou les recruteurs ou les responsables poussent en avant la diversité comme une sorte de produit marketing. Les partis politiques aussi le font. Sarkozy ne se cachait pas de dire il me faut un noir à mon meeting à côté de moi pour la photo, ce serait très bien, et une noire, ce serait encore mieux. Donc c'est une manière très cynique, encore une fois, d'utiliser des individus au profit moral exclusif. Il dit Manuel Valls, il dit il faut un... Sarkozy disait ça. Ouais, mais Emmanuel Valls, il dit quoi? Il dit il faut un Blanco ou un truc comme ça, non? Oui, il voulait dans sa ville, il estimait que sa ville manquait un peu de diversité. C'est-à-dire que, bon, ça c'est la problématique des communautaires, hein. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez, de par cette immigration massive, on parle de millions d'individus, des gens qui se regroupent et qui vivent entre eux parce que ils n'ont plus... Ces individus-là, de par leur niveau de qualification, devraient correspondre à des travailleurs de l'industrie, d'une industrie qui n'existe plus. Donc ces individus-là n'ont pas d'offres objectives de travail qui correspondent à leur niveau de qualification. Et en plus, ils bénéficient assez largement d'aides sociales qui sont 10 à 20 fois supérieures au salaire des pays d'origine. Les sources? Les sources, c'est facile de vérifier. Vous prenez le niveau du RSA, vous allez voir le salaire des pays d'Afrique subsaharienne et vous comprendrez que ça vaut largement... Il vaut mieux être ici et ne pas travailler ou travailler au noir dans un boulot extrêmement ingrat et mal payé que travailler même dans un boulot plutôt prestigieux en Afrique subsaharienne. Ça, ce sont des réalités. Et donc on ne peut pas du tout en vouloir aux individus. C'est normal. C'est un calcul, voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si les individus veulent venir ici pour profiter de ça, c'est leur problème. Profiter ou fuir la guerre, non? Fuir la guerre aussi. Fuir la guerre économique. Après, le problème, c'est que les prétextes ne manqueront jamais. C'est ce que quels prétextes sont utilisés? Les prétextes à l'immigration sont innombrables. En fait,
que ce soit des déplacements économiques, écologiques, parce qu'on parle du réchauffement climatique aujourd'hui. Le professeur Stephen Smith, qui est un africaniste, a montré que d'ici 30 à 40 ans, compte tenu de la démographie africaine, subsaharienne en particulier, on aurait des dizaines de millions d'immigrés qui viendraient en France, quels que soient d'ailleurs nos... Des dizaines de millions? Des dizaines de millions, absolument. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, il y a 1,3 milliard d'habitants. Il y en aura 4 milliards en 2100. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les épidémies, les guerres, etc., la fourchette basse de l'ONU, c'est 4 milliards d'habitants. On ne peut pas... Si vous voulez, il n'y a aucune croissance, il n'y a aucun développement en termes d'infrastructures ou d'alimentation, etc., qui peut suivre une telle croissance démographique. Donc mécaniquement, beaucoup d'individus très jeunes et sans emploi vont forcément aller chercher ailleurs de quoi vivre, de quoi survivre. C'est parfaitement humain. Il y aura une quantité de raisons à cela, hein, vous l'avez dit, les guerres, les épidémies, une vie meilleure, enfin tout ce qu'on veut. Mais la seule question qu'on doit se poser, nous, c'est est-ce qu'on peut accueillir des dizaines de millions d'individus dans notre pays et en assumer les conséquences, ou est-ce qu'on décide de ne pas le faire? Donc en fait, moi, c'est l'alternative que je pose, c'est qu'à un moment donné, la France est un pays souverain. Les citoyens français expriment un rejet assez massif de l'immigration dans les enquêtes d'opinion. 75% des Français, je crois aux dernières nouvelles, estimaient qu'il y avait trop d'immigrés en France, ce sont les termes du sondage. Par qui? Le sondage, alors là, ça doit être, je crois que c'est Odoxa, mais il faut vérifier. Sur combien de personnes? Si vous voulez, vous avez des sondages assez permanents sur ce sujet, et très largement, les Français montrent, et en plus 75%, plus tous ceux qui n'ont pas osé le dire, que l'immigration pour eux était un problème. On n'écoute pas ces inquiétudes-là. On criminalise même ces inquiétudes, c'est-à-dire qu'en gros, le Français qui pense ça... Qui criminalise ça? Le système médiatique et politique, très largement. On vous explique à longueur de... Enfin, j'en ai fait l'expérience moi-même. La voix de cette majorité, qui est vraiment une voix, majorité anti-immigration, n'est pas audible dans ces grands médias. Aujourd'hui, par qui, dans les grands médias, qui représente cette majorité énorme? Là, il y a un hold-up démocratique parfait. C'est-à-dire que cette caste médiatique et journalistique a une idée qui est diamétralement opposée. L'idée, l'immigration est une richesse, une chance pour la France, etc., est martelée en permanence par ces grands médias. Vous pouvez peut-être compter à peu près 5 individus, comme l'a fait Le Monde, Zemmour, Polony, etc., d'individus qui sont plus ou moins hostiles à l'immigration et qui le disent dans ces grands médias. Mais dans l'ensemble, ces médias ne sont absolument pas représentatifs de la population française. Qui d'autre dans les 5? Je pense que vous avez Charlotte Dornelas, qui passe chez Pascal Praud assez régulièrement. C'est ça, voilà, vous voyez, j'arrive plus à... moi, j'en trouve pas d'autres, mais Le Monde l'a fait. Le Monde a fait une enquête en nous expliquant que c'était la menace de la peste brune qui revenait, etc. Il faut faire attention au ventre toujours fécond de la bête immonde. Comme d'habitude, tout repose sur cette espèce de chantage au racisme. Ça veut dire que si vous n'avez pas une position qui est compatible avec ce progressisme de l'accueil de l'autre, de l'enrichissement, etc., eh bien vous êtes l'extrême droite. Pour moi, l'immigration n'a pas à être un sujet politique. L'immigration ou l'insécurité, n'importe qui peut avoir une position qui lui est propre. Un type de gauche qui se fait poignarder, je ne vois pas en quoi il le vivrait mieux qu'un type de droite. Ça ne doit pas être des sujets politiques, mais on les a politisés. On a expliqué que tous ceux qui avaient une position différente sur l'insécurité et l'immigration étaient l'extrême droite. C'est d'ailleurs pour ça que Marine Le Pen est qualifiée de femme politique d'extrême droite. Parce qu'à mon sens, économiquement elle est à gauche, socialement elle est à gauche. Qu'est-ce qu'elle a d'extrême droite sinon cette position iconoclaste sur l'insécurité et l'immigration? C'est la seule raison. Et ça permet justement d'empêcher complètement un débat rationnel. Parce que si vous êtes l'extrême droite, vous êtes le diable. C'est quoi un débat rationnel? Un débat rationnel, c'est-à-dire comme je vous le fais, je vous amène des chiffres, des sources et on en discute. Et on peut parler objectivement, évaluer les conséquences complètes, sans se crier dessus, sans s'insulter, sans entrer dans cette espèce de spectacle médiatique qui finalement ne débouche jamais sur rien de concret. Et c'est un problème grave parce que couper comme ça une majorité des citoyens de leur représentation médiatique et même universitaire et même politique,
participe d'une forme de partition du pays, en fait, entre cette élite qui est complètement déconnectée, qui est sur une planète qui lui permet d'échapper à tous les désagréments du vivre ensemble, et, et à la réalité, finalement. Et cette immigration, ce quotidien du vivre ensemble est différemment perçu si on fait partie des classes supérieures, évidemment, où là, pour le coup, la seule diversité qu'on connaît, eh bien, soit elle passe le balai dans les coins discrètement, ou soit elle est du même niveau social, donc elle a les mêmes opinions, donc évidemment, il n'y a pas de problème. Mais si vous descendez au bas de l'échelle de la société, eh bien là, la diversité, l'enrichissement, il est vécu très différemment. Et tant qu'on ne fera pas l'effort de comprendre ça, de descendre un petit peu de son nuage, tant que les médias, plutôt que de... Médias, ça veut dire intermédiaire. Tant qu'ils ne feront plus ce rôle de passerelle de l'information réelle entre le peuple et les faits, tant qu'ils feront cette barrière, je pense qu'on va vers, vers des ennuis très sérieux. On va revenir sur ces ennuis très sérieux que vous anticipez. Quelle a été votre attitude de journaliste d'investigation pour aller voir ce qui se passe dans le bas de la pyramide, dans la France d'en bas? Vous avez fait quoi pour sonder, prendre la température, voir ce qui se passe? Moi déjà, je viens de la France d'en bas, et donc j'ai moins de problèmes avec ça. C'est plutôt l'autre France que je connais moins bien, que j'ai appris à connaître justement à l'école de journalisme, etc. Et donc j'ai tout de suite vu cette rupture. C'est-à-dire que moi, la France Orange Mécanique, les médias l'ont qualifié de livre scandaleux, etc., excessif, enfin tout ce qu'on veut. Pourquoi? Et les types que j'ai rencontrés dans les bistrots, ou les victimes de criminalité, ou les citoyens de base m'ont dit « mais c'est extrêmement modéré, enfin, vous êtes très loin de la réalité, de ce qu'on vit ». Vous les avez rencontrés dans quel cadre? Alors, pour la France Orange Mécanique, je les ai rencontrés malheureusement, il y a des discussions dans de bistrot. Dans les tribunaux, il y a des, dans les commissariats. Au quotidien. Quand j'étais fait diversier, donc j'ai rencontré pas mal de victimes. Fait diversier, ça veut dire donc les journalistes qui écrivent sur les faits divers. Sur les chats écrasés. Les chiens écrasés, enfin toutes les affaires réjouissantes qui font d'ailleurs une bonne partie des ventes des presses locales, parce que c'est ça qui attire l'œil. Donc j'ai pu rencontrer beaucoup de victimes, de professionnels de la sécurité, des policiers, des magistrats, etc. Et j'ai compris très vite qu'il y avait ce problème de décalage énorme, notamment avec les policiers. Les policiers aujourd'hui sont dans un état de tension qu'il est vraiment difficile d'imaginer. Est-ce que vous avez fait le travail inverse? Le travail inverse? D'aller voir la France de l'immigration, la France des quartiers. Absolument. Si je vous prends par la main et qu'on va dans le fin fond du 93, vous allez sortir comment? Écoutez, ça dépend où on va. Je me sentirai comme tout le monde. Pourquoi pas? Moi, je l'ai déjà fait et il n'y a pas de problème. Non, moi, le terrain ne me fait pas peur, justement. Le fait ne me fait pas peur. Et je précise bien, d'ailleurs, c'est important de le dire, c'est que, évidemment, un type non averti qui va lire mes constats se dit, mais où il veut en venir, etc. Est-ce qu'il n'est pas en train d'amalgamer, de stigmatiser, machin, tout ça? C'est pas du tout ce que je dis. Le fameux pas d'amalgame. Mais c'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis que si on ne prend pas en compte la surreprésentation dans la criminalité de certaines franges issues de l'immigration, si on s'interdit de faire des constats comme ça, là vraiment, parce qu'on se prive de réalité, non seulement ça veut dire qu'on prend les citoyens pour des abrutis dangereux, fanatiques, mais en plus, on ne peut résoudre aucun problème si on se prive d'une partie de l'équation. La proportion des crimes et délits, selon vous, ou selon vos stats, ça représente quoi? À peu près 2/3 des crimes et délits commis en France sont commis par des individus issus de l'immigration, à peu près. Alors, comment on fait? Si vous allez dans une prison aujourd'hui, vous pouvez faire le ratio et vous arriverez à peu près à 75 à 80% d'individus issus de l'immigration. Comment on fait pour savoir qu'ils sont issus de l'immigration s'ils sont nés sur le sol français? Il suffit de leur demander. Il y a des enquêtes qui sont faites là-dessus par des sociologues. On demande aux individus votre origine, d'où vous venez, est-ce que vous êtes descendant d'immigrés, etc. Et les gens répondent, il n'y a pas de problème, on peut avoir des trucs très précis là-dessus. Non, là-dessus, encore une fois, les enquêtes, les universitaires font leur boulot,
Mais le problème, c'est qu'une fois qu'un universitaire va faire une enquête comme ça, s'il passe à la télé, quelle que soit sa réputation par ailleurs, on le traitera on l'accusera de faire le jeu, de machin. On lui dira que c'est pas le bon moment, parce que c'est jamais le bon moment pour parler de l'immigration et de l'insécurité. Et sa réputation sera vraiment attaquée. Il y a eu par exemple le cas d'Hugues Lagrange qui avait fait ça récemment, qui avait parlé de l'insécurité, qui avait lié une certaine forme de délinquance à la culture de certains immigrés, et ça lui avait coûté très cher. Et ce type est objectivement fait un travail très sérieux, très sourcé, impeccable, mais ce qu'il dit, c'est pas progressiste. Ça fait pas le jeu de la mondialisation heureuse, du vivre ensemble, etc. Donc il ne devait pas le dire. Et il ferait mieux de se concentrer sur la sexualité des algues marines et je sais pas quoi. En tout cas, ne pas parler de ça. Et ça, c'est systématique. Donc, il faut bien comprendre que le sociologue qui va faire son enquête, s'il en parle, ne sera même pas médiatisé, et s'il est médiatisé, sera comparé de complice du mal, etc. Donc il y a une forme d'autocensure assez générale dans le milieu universitaire, dans le milieu médiatique, parce que moi j'ai rencontré beaucoup de journalistes et de sociologues et qui partagent mes constats. Qui ? Je ne vais pas donner de nom parce que je protège mes sources, mais il y a des journalistes très connus qui sont exactement, qui font les mêmes constats que moi, qui me disent ce que tu fais c'est génial, etc. Mais tu sais que je ne peux pas en parler, bon très bien. Et parce que tous ces gens se font peur en fait. Il y a pas tant de militants que ça. Il y en a des militants, c'est-à-dire les types Émeric Caron, machin, qui vont vous désigner d'être un truc diabolique, etc. Il y en a certains. Mais tous les autres, ils sont victimes, c'est-à-dire qu'ils suivent et ils ont peur. Et donc ils se taisent. Et ils ne peuvent pas exprimer des opinions, même si elles sont juste compatibles avec la très large majorité de la population. Jean-Pierre Pernaut, par exemple, s'était amusé lors votre anecdote. Lors d'un JT, avait dit voilà, les migrants sont accueillis, pas les SDF. Voilà, sujet suivant, et ça lui avait coûté cher. Et il sait très bien que s'il y a récidive, tout Jean-Pierre Pernaut qu'il est, il perd sa place. Donc aujourd'hui, plus on a à perdre en fait dans ce système, plus on est obligé de se conformer à l'idéologie dominante. Plus on monte haut, plus on a peur de tomber de haut. Oui, c'est la métaphore de l'échelle, voilà. Si vous êtes très haut, vous vous faites très mal. Si vous êtes en bas, on s'en fout, personne ne vous écoute, vous criez dans le bar d'à côté. Et pas de problème, vous pouvez y aller, vous n'avez rien à perdre. Vous parlez souvent de Monsieur Moyen. C'est quoi Monsieur Moyen ? Monsieur c'est Moyen, Biloute. Oui, voilà, c'est le type de base, c'est l'homme normal, celui qui regarde la télé 4 heures par jour, qui écoute la radio 2 heures par jour, et qui n'a pas forcément une grande culture sur le milieu médiatique, qui comprend pas bien toutes les ramifications intellectuelles, qui suit un peu le mouvement. Et lui, il est objectivement, il a envie de dire que cette immigration, ça l'inquiète, mais il ne le fait pas. Parce qu'il sait que dans un repas de famille ou dans la rue ou avec ses collègues, il peut se faire latter par un clone d'Émeric Caron qui va lui dire « vous êtes raciste », etc. Et ça le terrorise. Et il a raison, parce qu'on a tous quelque chose à perdre. Et notre situation sociale est très importante. Notre plus grande peur de mammifères est d'être exclu de notre groupe, l'ostracisme. Donc on a tendance à émettre des opinions modérées et conformes, surtout sur des sujets aussi casse-gueule que l'immigration. Parce que on en fait quoi ? Le droit du sol, alors moi je ne suis pas politicien, je ne veux pas vous faire la recette miracle de tout ce qu'il faudrait faire, moi je mets juste le doigt où ça merde, où ça fait mal. Le droit du sol, évidemment, à mon sens, participe pas mal du problème, parce qu'on nie le substrat de la société, le peuple en fait, et en gros on nous explique que c'est pas ça qui compte, c'est juste la motivation des individus. Ça c'est sur le papier, pourquoi pas ? Moi je suis d'accord, je pense que des individus qui ont envie d'être français peuvent faire d'excellents français, font souvent des français d'ailleurs bien plus patriotes et travailleurs que les français autochtones eux-mêmes. À partir de combien de générations on devient autochtone pour vous ? Je sais pas, moi je suis personne pour dire ça. C'est pas à moi de dire en fait lui c'est un bon français, machin, je suis rien, moi je suis une voix sur 66 millions. Donc j'ai sûrement pas à dire ça, je suis peut-être un très mauvais français d'ailleurs. Sur les 66 millions, il y en a combien qui sont pas de chez nous comme vous dites ? Ah non mais ça c'est leur problème, c'est-à-dire que
quand vous allez dans certaines zones, certains pans du territoire français, vous constatez objectivement, on l'a dit tout à l'heure, par exemple, si on fait le tour de la Seine-Saint-Denis, il y a pas mal d'individus que vous allez croiser et que, objectivement, il est difficile de les relier à la culture française, à l'histoire française, à un ardent désir d'intégration, d'apprendre la langue, de trouver un travail, etc., d'aller dans le sens de l'intérêt général, plutôt que dans le sens de l'intérêt communautaire. Mais c'est humain de faire ça, c'est ce que j'explique dans le bouquin. Ces gens-là, il n'y a pas de critique sur le fait d'exploiter un système qui s'offre à eux, qu'il soit d'ailleurs... le système social, le système criminel, etc. Tout peut s'expliquer, en fait. Et moi, je cherche à comprendre les individus. Je ne fais pas de jugement, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un juge. Mais simplement, si on se place dans la peau de Monsieur Moyen, dans le sens de l'intérêt général, c'est-à-dire l'idée que la société est une somme d'individus qui agissent sous une forme d'altruisme réciproque, c'est-à-dire je reçois, je donne, etc., et tout le monde s'en trouve enrichi. Et s'il constate qu'il y a ces compétitions communautaires, qu'il y a du clientélisme des élus locaux, que finalement certains ne jouent pas le jeu, que lui travaille beaucoup et voit une grosse partie du fruit de ses revenus ponctionnés pour alimenter de telles compétitions intercommunautaires, évidemment, lui, il va arrêter de jouer le jeu aussi. Il va commencer à tricher, il y a une forme de repli sur soi des individus. Ça, c'est pour moi une des conséquences fondamentales de l'immigration, c'est cet effondrement du capital social, ce qu'on appelle le capital social, le lien social, justement, cette forme de réciprocité, de confiance mutuelle qui unit les citoyens d'une société entre eux. Et on constate, objectivement, on a constaté aux États-Unis d'abord, et un peu partout en Europe ensuite, que ce capital social s'effondrait. En préparant l'interview, je me suis souvent rendu compte qu'il n'y avait que des médias d'extrême droite ou des villes d'extrême droite ou des villes à connotation d'extrême droite qui vous recevaient. Est-ce qu'il y a des gens de gauche qui ont essayé de vous contacter, de vous faire des conférences Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait que des gens d'extrême droite qui s'intéressent à ce que vous faites ? Je ne pense pas du tout qu'il y ait que des gens d'extrême droite qui s'intéressent à ce que je fais. Par contre, ceux qui vont évidemment m'inviter ou oser me donner la parole ou paraître avec moi, etc., comme j'ai moi-même été catalogué justement par mes charmants collègues. L'enquête de Mediapart est vraie ou pas ? Sur le fait que vous étiez blogueur d'extrême droite, caché sur un pseudo. Absolument pas. Absolument pas, mais... Vous êtes allé au procès ou pas ? Non, j'ai arrêté toutes mes actions judiciaires. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plusieurs ordres de raisons, dont des raisons personnelles, sur une volonté un peu libertarienne de ne plus entraver la parole de qui que ce soit, en fait. Et comme j'ai vu un peu ce qu'était le fonctionnement judiciaire de l'intérieur, j'ai préféré assez radicalement m'en éloigner. Et ça ne concerne pas que Mediapart, c'était toutes mes affaires en cours qui ont été arrêtées en même temps. Parce que je sais très bien que ça mène à bien plus d'ennuis qu'autre chose. Mais cette enquête, là, était absolument erronée, je suis désolé pour eux. Mais de toute façon, ils n'avaient même pas besoin de ça. Hein. De toute façon, ils étaient d'accord dès le début pour dire que j'étais une sorte de résurgence des heures les plus sombres. Et comme tout le monde l'a martelé, et que les uniques sources qui apparaissent quand on essaie de se renseigner sur moi, sur Google, Wikipédia, etc., sont des sources qui émanent de ces médias officiels. Donc des gens qui me considèrent comme une sorte de traître, puisque moi, je n'ai pas voulu faire ma carrière dans ce milieu-là, parce que j'ai voulu dire certaines vérités qui ne permettaient pas de conserver un poste dans ce milieu-là. Donc je suis une sorte de dissident ou de mouton noir, et donc je suis mis à l'écart. Et donc je suis catalogué extrémiste de droite, ce qui n'est absolument, qui ne repose sur rien. Sinon, je ne suis pas d'accord avec eux. Vous votez quoi ? Moi, je vote selon mon âme et conscience, dans l'isoloir, dans le secret absolu voilà, je ne le dis pas pour qui je vote. Mais j'ai pas d'accointance du tout politique. Ça, c'est important de le préciser. Mon travail est ultra indépendant. Mais évidemment, c'est une manière de m'isoler, de dire regardez, il est allé donner une conférence avec tel individu qui lui-même est lié à tel groupe, etc. Donc vous voyez, c'est l'extrême droite. Oui, sauf que si on répète ça tout le temps, évidemment, personne ne va oser vous inviter. Moi, alors là, si Anne Hidalgo m'invite à un séminaire demain, j'y vais. Pourquoi on vous invite, nous ?
Bah, on m'invite parce que, je sais pas... Pourquoi nous, on vous a invité? Ah, mais vous, alors ça ne tient qu'à votre... Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question intéressante. Ça vous a surpris? Honnêtement, un peu, parce que justement pour ces raisons-là, parce que j'ai tellement l'habitude, si vous voulez, même les types qu'on décrit comme potentiellement proches, tu vas voir, Polony, elle va parler de toi, Zemmour et Nolo, ils vont parler de toi, Éric Brunet, il va t'inviter, Ardisson va t'inviter, bah non. Donc oui, ça me surprend, parce que j'ai bien plus l'habitude des portes qui claquent que des portes qui s'ouvrent. Vous connaissez notre chaîne YouTube? Oui. Qu'est-ce que vous avez vu chez nous? J'ai vu, alors je me souviens plus du nom malheureusement de l'intervenant. C'était une vidéo, enfin vraiment la première vidéo qui m'a marqué, c'était une vidéo, une thématique écologique sur... Vincent Ligneron. Voilà, Vincent, voilà, ce thème m'intéresse beaucoup. Et j'avais trouvé justement que le format était très intéressant, de ce jeune que malheureusement je n'ai pas vu par ailleurs chez nos grands médias, et je ne pense pas qu'il y passe beaucoup. Je pense qu'il est sûrement trop intelligent pour ça. Et donc voilà, enfin moi j'aime bien ce format, l'idée de donner la parole à tout le monde, d'où qu'ils viennent, justement sans avoir ces espèces de tampons idéologiques fournis en option. C'est ça le problème aujourd'hui de la télévision, c'est qu'elle est tellement archi-morale que c'est Disney. Vous avez les méchants, vous avez les gentils. Le téléspectateur n'admet pas, en fait, d'avoir quelqu'un qui n'est pas étiquetable, qu'on ne peut pas plier dans sa case, qui ne joue pas la caricature de ce pourquoi on l'a invité, en fait. Les Français ont beaucoup de mal avec ça, parce qu'ils sont élevés par ce truc très binaire, en fait, très publicitaire. Bon, après avoir écrit tous ces bouquins avec toutes ces sources et vendu, vous avez vendu combien de bouquins en tout? Là, alors à tout cumuler, je vous cache pas que je ne saurais pas dire. Combien vous gagnez? On ne doit pas être loin d'1 million de ventes si on prend absolument tous les bouquins depuis le début, depuis 2013. Combien vous gagnez? Oh, c'est pas mal, honnêtement. La maison d'édition Ring donne d'excellents pourcentages à ses auteurs, y compris à ses premiers auteurs. Bon, ça, je ne donne pas le détail parce que c'est leur politique. Et je ne veux pas créer de jalousie interne. Donc, je gagne bien ma vie, honnêtement. Bien. Mais moi, j'ai pas, mon argent me sert exclusivement à travailler sur mes autres bouquins. Je suis très spartiate. J'ai pas de folie des grandeurs. Ma maison coûte très peu cher. Je vis en pleine campagne. Donc, je travaille pas pour l'argent, en fait. Combien vous gagnez? Bah, ça dépend des années. Si vous écrivez La France Orange Mécanique, là, vous gagnez des sous. Mais si après, le bouquin d'après se vend moins bien, marche moins bien, bah, vous gagnez rien du tout. Donc après, entre ça, les impôts, les fluctuations, les machins, c'est un métier, c'est assez aléatoire. Qu'est-ce que vous redoutez de ce melting pot avorté, selon vous? Bah, je redoute que ce phénomène de repli sur soi des individus finisse d'achever en fait ce qui fut la société française. Et enfin moi, peut-être que c'est un tort, mais je m'y étais un peu attaché quand même à cette idée, à tout ce que ça représentait, à son excellence culturelle, etc. Enfin, c'était mes ancêtres. Cet héritage, ce legs, alors c'est peut-être très villiéresque de dire ça, mais enfin c'est bête. Hein. C'est dans ce monde-là que je me reconnais. Je pense qu'il y avait encore de belles choses à faire. Et justement, notamment... C'est la France saucisson pinard, c'est ça? Oh, pas spécialement, mais ça en fait partie. Je suis client du saucisson comme du pinard et de tout un tas d'autres choses. Mais ce niveau d'excellence, qu'il soit patrimoine, terroir et tout ce qu'on veut, je serais assez fort mari de constater sa disparition, d'imaginer que mes enfants vivront dans un monde qui ne ressemblera pas à ça, et que peut-être ce niveau d'excellence que nous avons atteint, technologique, scientifique, etc., ne permettra pas justement à nos descendants de faire face aux problématiques écologiques très importantes qui s'annoncent. Parce que, comme je le précise aussi dans le livre, étant donné que le niveau global baisse de manière très préoccupante, je ne pense pas qu'un pays d'abrutis sera à même de faire face à tous les défis qui s'annoncent. Je pense qu'il faut être très intelligent et penser sur le long terme, non seulement pour avoir cette espèce d'excellence en termes de terroir, de patrimoine, de tout ce qu'on veut, de culture, mais aussi dans une vision planificatrice de gestion à long terme. Et c'est pas vers ça qu'on tend aujourd'hui, on tend plus vers Cyril Hanouna. Donc évidemment, ça me préoccupe un peu.
Question d'Internet. Quels inconvénients et quels avantages voit-il à l'immigration? Alors, l'immigration, le problème, c'est que souvent, enfin, c'est le bloc, quoi. Le bloc, l'immigration, il y a plusieurs immigrations. Il y a l'immigration qu'on appelle de qualité, c'est-à-dire des individus qui vont vendre un haut niveau de compétences. L'Australie, par exemple, reçoit quasi exclusivement une immigration dite de qualité. Et objectivement, elle était l'Australie bénéficie largement de son immigration, puisque le niveau de qualification, le niveau de productivité, le taux d'emploi, etc., des immigrés en Australie est supérieur à celui des autochtones. Nous, on est plutôt sur une immigration de quantité. On n'attire pas la qualité parce qu'on a une fiscalité délirante. Justement, les individus en France très qualifiés, la première chose qu'ils font, c'est se barrer à l'étranger parce qu'ils savent très bien que là-bas, la fiscalité est différente et qu'il y a des perspectives de valoriser leur cerveau qui sont bien plus intéressantes. En France, hélas, le mouvement est un peu inversé. On attire des individus très largement sous-qualifiés, comme je l'ai dit, qui ne viennent pas forcément, malheureusement, chercher un boulot, mais plutôt une vie plus confortable qu'elle ne l'est chez eux. D'ailleurs, c'est souvent fantasmé, parce que quand ils sont là, ils se rendent bien compte que le rêve qu'on leur a vendu ne correspond pas à la réalité. Donc il y a des avantages objectifs avec certains individus, c'est des questions individuelles, hein, et des désavantages avec d'autres. Autre question Internet. Que pensez-vous de la laïcité à la française et de son modèle d'intégration traditionnel, à l'opposé du modèle communautariste anglo-saxon? Alors l'assimilation, c'était une belle idée, mais ça fonctionnait avec un nombre raisonnable d'immigrés. C'est quoi un nombre raisonnable? Quand on avait cette immigration, par exemple, qui était polonaise ou qui était portugaise, on avait une immigration déjà d'une culture qui était plus proche de la nôtre, et surtout les individus n'avaient pas de deuxième choix, c'est-à-dire s'ils ne travaillaient pas, ils ne mangeaient pas, donc ils ne pouvaient plus vivre en France. Donc ils ont fait cet effort d'assimilation rapide et important. Et aujourd'hui, comme on a un contingent d'immigrés qui est beaucoup trop important, il n'y a plus cet effort-là d'assimilation. Donc on peut en parler, on peut dire qu'il faudrait donner des prénoms français, etc. etc. Ça ne suffira pas, on est très loin de la réalité de la problématique. Autre question d'Internet que je lis brute. Que pense-t-il des patriotes qui font barrière à la frontière de l'Italie? Alors, je pense qu'on fait référence à Génération Identitaire, donc, qui avait fait ça, effectivement, qui était allé se suppléer au rôle de l'État, qui était censé le faire lui-même, parce que, effectivement, nos frontières physiques ne sont pas contrôlées aujourd'hui. Donc, c'était d'une manière un peu spectaculaire de montrer qu'aujourd'hui, la France n'a pas de souveraineté réelle sur les entrées dans son pays. Après, ces entrées physiques, concrètes, ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'immigration en réalité. L'immigration clandestine, essentiellement, elle est au départ légale. C'est ça, là, voilà, par sur visa, sur titre de séjour, et ensuite les individus oublient de repartir. Et essentiellement, les entrées clandestines ont lieu comme ça, en fait. C'est pas l'Aquarius. Alors, on a 3 millions de visas délivrés par an, on a 250 000 titres de séjour, un peu plus. Et évidemment, on ne peut pas chiffrer le nombre d'individus qui repartent réellement. Le ministre de l'Intérieur vous dira qu'il y a à peu près 400 000 clandestins en France. Et d'autres indices, notamment le nombre de bénéficiaires de l'AME, d'autres études menées là-dessus, laissent penser que ce chiffre est sensiblement plus important. Mais encore une fois, ce sont des clandestins, c'est impossible de le dire. Vous avez, dans le flou artistique, vous avez les demandes d'asile. Sur 100 000 demandeurs d'asile, vous en avez 70 000 qui sont déboutés. Vous en avez 10 000 qui sont expulsés physiquement. Et les 60 000 autres, personne ne sait ce qu'ils deviennent parce qu'il n'y a aucun suivi préfectoral. Je vais m'excuser une seconde, il faut absolument que j'aille pisser. Donc je vais te poser une question qui va te lancer. Tiens, tu peux me remonter un peu la liste? Tout en haut. Voilà. Alors la question c'est comment travaille-t-il? Est-ce que sa façon de travailler le démarque de ses collègues? Où s'informe-t-il? Et j'en profite, je vais pisser pendant que tu réponds, je t'entends. Ça marche. Alors,
Alors, où travaille-t-il et comment est-ce que je recueille mes informations? Depuis la France Orange Mécanique, j'ai eu accès à un certain nombre de professionnels de la sécurité, des policiers, des magistrats, l'état-major, le renseignement, etc. Donc ça m'a permis de construire un réseau très efficace et très important, d'avoir accès aux études démographiques qui ont, elles, plus ou moins accès aux grands médias. Et donc de vérifier ça de manière la plus scrupuleuse possible. Je travaille seul, ça me prend un temps considérable de vérification et de recoupement. Donc je ne sais pas quelle est la différence de méthode avec mes collègues. J'ai pas envoyé moi des stagiaires en Seine-Saint-Denis pour me rendre compte qu'il y avait des types radicalisés qui existaient. Enfin, c'est un travail de longue haleine. Je vais collecter en fait des informations pour la France interdite par exemple. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je collecte des informations sur l'immigration. Et je vais mettre à peu près 1 an pour faire le tri dans cet énorme maelstrom en fait, de notes et de trucs à vérifier. Et ensuite, avec tout ça, donc, je vais arriver à une année d'écriture pour ensuite sortir le bouquin. Donc je ne sais pas s'il y a une méthode miracle ou meilleure que les autres à ce niveau-là. Merci pour cette petite entracte fort salvatrice. Je vous ai entendu de loin parler de stagiaires envoyés dans le 93. Vous faites référence au bouquin de l'Homme, les 2 journalistes du Monde, qui ont utilisé des élèves journalistes pour aller faire une enquête dans le 93. Est-ce que vous avez lu ce bouquin-là? Je ne l'ai pas encore lu. J'ai eu quelques bons extraits. Et je constate que, alors pour eux, objectivement, vu de leur milieu, c'est un pas de géant. C'est-à-dire que ils brisent un tabou réel de par leur entourage. Ça a été très critiqué. Oui, voilà. Tout le monde a dit que ça reflétait pas du tout ce qui se passait dans le 93. Je pense qu'ils sont au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils nous expliquent que, encore une fois, c'est une infime minorité d'individus qui sont concernés. À les entendre, on a l'impression qu'on parle de 2 ou 3 types qui sont radicalisés. En fait, non, la réalité est un peu plus critique que celle-là. Je les encourage à aller eux-mêmes plutôt qu'envoyer des stagiaires là-bas, et ils se rendront compte par eux-mêmes, normalement, si tout va bien, de la situation. Et objectivement, le niveau... on dit souvent pas d'amalgame, mais les musulmans ont tendance à s'amalgamer tout seuls, parce que quand il y a des enquêtes sociologiques qui sont faites sur ces populations, vous avez à peu près 1/3 des jeunes musulmans qui vont vous dire qu'ils adhèrent absolument à tout ce qu'il y a de plus radical dans l'islam radical. Port du niqab pour toutes les femmes, etc. Enfin, l'État islamique, c'est pas si terrible. Bref. Les sources de ça, c'est quoi? Oh là, alors là, encore une fois, je les ai dans mon bouquin, je ne veux pas dire de conneries, mais vous avez dans la partie 3, vous avez toutes les sources sur ces études-là, qui ont été menées par plusieurs instituts différents. Et donc c'est un constat, c'est pas une infime minorité. Objectivement, le problème est un peu plus important que ça. Je ne dis pas du tout que c'est la majorité. Il y a beaucoup de musulmans français qui sont très pacifiques, à mon avis, qui n'ont pas du tout l'intention d'imposer quoi que ce soit à la France. Mais il y a aussi l'envers de cette réalité. C'est-à-dire qu'il y a aussi une jeunesse, en particulier une jeunesse, qui a envie de se démarquer clairement, qui a envie d'exister, d'affirmer une forme de domination identitaire et qui va passer par l'islam. L'islam va être le catalyseur de cette démonstration de force. Moi, je pense pas que l'islam, ce qu'on me demande souvent, l'islam n'est-il pas le principal problème? Moi, je pense pas. Je pense que c'est une des répliques de l'immigration, mais je pense pas que ce soit le principal problème de l'immigration n'est pas l'islam pour moi. Qu'est-ce que vous pensez de la liberté de culte? Oh, la liberté de culte, moi je suis tout à fait favorable à la liberté la plus large possible des individus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne veux pas interdire quoi que ce soit. Question d'Internet. Pense-t-il que la France a les capacités militaires d'empêcher l'immigration climatique future? Est-ce que la France a vraiment le choix? Alors ça, c'est une bonne question. En général, on nous explique de toute façon, cette immigration, qu'on la veuille ou non, elle va arriver. Elle est déjà en marche et on ne peut rien y faire. Les mouvements de population humaine, personne ne peut s'y opposer. Sauf que si on regarde un petit peu ce que font les autres pays, si on regarde ce que fait l'Australie, par exemple, ou le Japon, là, on se rend compte qu'on a 2 pays, alors certes insulaires,
mais qui ont décidé de ne pas avoir recours à cette immigration de quantité, malgré une dénatalité très forte. Le Japon, je crois qu'il y a 1,2 enfants par femme au Japon, c'est zéro immigration. 11 demandes d'asile acceptées, je crois, l'an passé. 11. Et absolument aucune immigration qui soit extra-asiatique, en tout cas importante. Donc le Japon préfère voir sa population vieillir, sait que ça va lui coûter extrêmement cher, mais ne veut pas céder à cette immigration. C'est une question de culture, c'est comme ça. Et personne ne va au Japon. Il n'y a pas de bateaux qui vont au Japon, de migrants qui se noient, il n'y a pas d'ONG qui vont les chercher pour les amener au Japon. Il y a l'exemple de la Hongrie aussi. Exemple plus continental, la Hongrie est une voie de passage pour l'immigration. Le président hongrois a réquisitionné des chômeurs pour faire construire des barrières, clairement, des barrières barbelées avec des miradors, et a qualifié de crime toute tentative de franchir ses frontières. Et donc les tentatives de franchissement se sont effondrées en quelques heures, sont passées de je ne sais plus combien de milliers à 0 quasiment. Donc, parce que personne n'a envie d'aller dans une prison en Hongrie, ça, qu'on soit migrant ou pas, ça dissuade. Donc, quand on veut, clairement, on peut. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi on ne veut pas, en fait. Alors que le peuple, alors que l'opinion semble le vouloir depuis très longtemps, et que même un président comme Macron aurait un intérêt objectif, du point de vue de sa popularité, à se ranger derrière cette opinion. Pourquoi ne le veulent-ils pas, en fait ? Ça, c'est une question aussi que je pose dans le livre. Qu'est-ce que vous pensez de l'Aquarius ? Bon, l'Aquarius, pas grand-chose. Alors voilà, si c'est 40 types qui transitent, qu'on va chercher... 40 types, des fois c'est 300 oui, sur le même bateau. Oui, un peu plus, mais ça fait... Objectivement, ça fait pas beaucoup de monde. Après... C'est vrai que c'est un principe. C'est un principe. Est-ce qu'on doit, oui ou non, aller chercher des individus au large des côtes libyennes ? Je vois pas bien ce qu'on a à y faire. Est-ce qu'on doit aller chercher là-bas ? Pourquoi on ne les dépose pas à Alger ou au Maroc, où ce sont des pays sûrs qui accueillent les migrants clandestins ? Mais ils ne veulent pas rester là-bas, ils ne veulent pas aller là-bas. Ils veulent venir ici en France. Et moralement, soutenir ces ONG qui font le boulot en fait des passeurs. Il faut rappeler que le trafic de chair humaine des migrants rapporte des milliers d'euros par tête aux passeurs. C'est un trafic qui est en passe de devenir extrêmement lucratif. Il l'est déjà. On parle de... Je ne sais plus quelles sont les sommes, j'en parle dans le bouquin, mais c'est astronomique. Donc, pourquoi vous dites qu'ils font le boulot des passeurs ? Ils prennent pas un rond, ils évitent à des gamins de se noyer. Non, ils prennent pas un rond parce que si. Leur monnaie, elle est morale en fait. Ces gens-là, ils augmentent leur valeur sociale en faisant ça. Il ne faut pas croire que les gens qui vont aider les réfugiés, qui vont aller construire des puits au Sahel ou qui vont envoyer des sacs de riz, n'en ont aucun bénéfice. Ça, c'est faux. En fait, c'est une hypocrisie absolue. Les valeurs chrétiennes, c'est être son prochain. Oui, mais les scouts unitaires de France vont creuser des puits au Bénin. Oui, mais je trouve dommage que ces valeurs chrétiennes ne s'interrogent pas un peu davantage, qu'il n'y ait pas de théologiens plus aguerris qui se demandent finalement, à partir du moment où on en bénéficie socialement de nos actes, où on rentre comme ça avec une espèce d'auréole, comme Kouchner l'a fait avec ses sacs de riz, en réalité en n'ayant absolument rien à foutre des Africains qui étaient là juste pour tapisser le fond de la Seine et qui sont utilisés. C'est une marchandise, objectivement. À partir du moment où on utilise comme ça des gens pour sa propre estime de soi, pour sa propre gloire sociale, est-ce que c'est bien chrétien finalement ? Est-ce que vous connaissez Saint-Martin ? Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai entendu parler, oui. Il a fait quoi, Saint-Martin ? Alors écoutez, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds au catéchisme. Celui qui a partagé le manteau avec, c'est ça, avec le malheureux sans-abri, c'est ça. C'était un Romain, un officier de l'armée romaine, je crois. Bah écoutez, la vraie question, c'est se demander, est-ce qu'il a réellement aidé la personne à qui il a fait ce don ? Ça aussi, l'aide. On ne se demande jamais, est-ce que concrètement, les gens bénéficient de notre aide ? Si vous aidez quelqu'un et que vous lui donnez quelque chose, est-ce que concrètement, il en bénéficie ? La question, on ne se la pose même pas, tellement on est persuadé que ce qu'on fait, nous, est bon. Le don, il est bon, point. On ne se demande pas si, en réalité, notre aide ne va pas faire empirer la situation de l'individu qui va la recevoir.
Il faut faire quoi avec les... Moi, j'en sais rien. Personnellement, je fais rien. Ne faisons rien, c'est plus prudent, comme dit Beckett. Moi, je fais rien, mais je trouve si ça... un gamin de 25 ans qui est en train de boire la tasse parce qu'il sait pas nager et qu'il a cru à un rêve occidental parce que son pays a été ravagé par les Occidentaux... Ah non, mais parce que moi, on fait quoi? Moi, j'ai une morale, voilà, j'ai une éducation chrétienne, etc. Ma qualité d'humain fait que je vais tout faire pour le tirer de là. Mais je prétends pas, oui, mais je prétends pas échapper à ces... Pourquoi vous dites que les mecs sur l'Aquarius, ils essayent de tirer parti de ça, socialement parlant je suis persuadé que cette espèce d'identité que se trouvent les militants pro-migrants, qui sont d'ailleurs relativement souvent des marginaux ou des retraités, c'est factuel. Comment vous avez des stats là-dessus, des marginaux? J'en ai rencontré un certain nombre. C'est des punks à chiens avec des dreads, c'est ça? Oh non, c'est un petit peu réducteur, mais qui, objectivement, sont en quête identitaire. Et le fait même de prendre position pour l'immigration lors d'un dîner, etc., augmente la valeur sociale de votre personne. Ça, c'est un fait. Parce qu'aujourd'hui, la morale est une valeur absolument déterminante. Si on n'a pas la bonne morale, on ne peut pas entrer dans cette espèce de caste progressiste, supérieure dont je parlais. Vous avez déjà rencontré des migrants? Oui. Où ça? Quelle nationalité? Les individus, on peut absolument comprendre tous les types d'individus, leurs choix fondamentaux. Vous les avez rencontrés où? Et c'était quelle nationalité? Par quel parcours ils s'étaient passés? Alors, ceux que j'avais rencontrés étaient justement entrés avec la filière, enfin, le plus récemment, étaient entrés avec la filière titre de séjour et j'oublie de repartir. Et alors, il y avait des individus qui faisaient des efforts énormes pour travailler au noir, c'était les fameux trucs de livraison Uber. Ils sont exploités comme des esclaves. Ouais. Absolument, mais oui, mais c'est de l'esclavagisme. Donc, je ne peux pas objectivement me réjouir de cette situation-là. Pourquoi vous dites objectivement tout le temps? Parce que c'est objectif, c'est le contraire de subjectif, et il me semble que c'est un raisonnement rationnel pour le coup. J'essaie d'avoir quand je dis j'essaie de comprendre au maximum les individus, y compris les progressistes. C'est quoi l'objectivité? Je pense de ne pas avoir de vision moralement, idéologiquement tronquée, c'est-à-dire de ne pas imposer à la réalité ce qu'on voudrait qu'elle soit en fait. C'est pour ça que mes écrits ont l'air plutôt dystopiques, contre-utopiques, parce que en Arcadie, la mort est aussi, comme dit le proverbe. C'est-à-dire que même si on a des très bonnes intentions, et bien souvent, malheureusement, les conséquences de ces bonnes intentions et de ces bonnes actions sont dommageables finalement, autant pour les individus concernés que pour soi. Vous avez déjà été en Afrique? Vous avez déjà été à Mayotte? À Mayotte, non. Non, j'ai jamais mis les pieds à Mayotte. Par contre, je connais pas mal de gens qui y bossent et qui m'ont expliqué un peu ce qui s'y passait. Ils font quoi à Mayotte? C'est des autochtones ou... Ah oui, non, essentiellement, mes sources étaient même pas d'autochtones, mais de continentaux, de métros, qui travaillaient là-bas. Ils faisaient quoi là-bas? C'était essentiellement des fonctionnaires, police, parce que justement, quand il y a eu les événements, les tensions, on va dire, pour le dire poliment, entre la population locale et les immigrés comoréens, où il y a eu pas mal d'agitation, j'avais eu quelques rapports là-dessus de visu. Que les Mahorais exploitent les Anjouanais, c'est à peu près le même principe, non? C'est ce qui se dit. Après, ce sont des ressentis locaux, des situations qui sont très tendues, il y a tout un tas de considérations qui entrent en jeu. C'est pour ça que j'utilise assez peu, vous l'aurez peut-être remarqué dans mes bouquins, les témoignages directs, parce que justement ils sont chargés très fortement de ces connotations idéologiques, morales, etc. Donc ils reflètent des opinions mais pas forcément des réalités. Votre idéal pour la société française, c'est quoi? Non, moi je refuse diamétralement la notion d'idéal. Je vous le dis, il y a pas, je pense pas qu'il y avait, c'était mieux avant, il y avait un âge d'or, machin, tout ça. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Moi, j'ai pas de truc à proposer, pas de programme. C'est plutôt une vision anthropologique. Anthropologique, ouais, voilà. Ethnologique. Ethnologique, c'est ma formation principale au départ, c'est l'anthropologie. Donc c'est plutôt là-dessus que je me base. Question d'internet. Croit-il en Dieu?
Je préfère pas me hasarder une réponse parce que là, ça irait trop loin dans la réflexion. J'aurais besoin de trop de temps là. Oh, bon, on a le temps là. Bon. Non, mais ça, c'est un peu comme l'isoloir. Il y a une part de mystère. Vous avez identifié des problèmes? Est-ce que vous avez identifié des solutions? C'est pareil, sur le volet solution, j'aurais l'impression d'être un politicien si je fournissais comme ça, clé en main, voilà ce qu'il faut faire et tout ça, et j'aurais l'impression de rentrer dans une énième escroquerie en fait, en proposant des trucs miraculeux qui contenteraient tout le monde, ça n'existe pas. Je préfère attirer l'attention sur les problèmes et ce qui pourrait en devenir, plutôt qu'essayer de proposer des pistes miraculeuses. Donc vous faites partie de ceux qui soulèvent les problèmes sans apporter de solution, c'est ça? C'est très mal perçu en France. C'est sans doute très mal perçu. Les messagers, on les aime pas du tout. On veut des solutions, on veut beaucoup de démagogie. Monsieur Moyen, pour le coup, est extrêmement demandeur il veut un homme providentiel ou une femme providentielle. Voilà, il croit absolument en ça. Il pense qu'il va pouvoir rester tranquille devant la télévision, que ça va bien se passer, que quelqu'un va le sauver. Il a cette espérance un peu délirante, à mon avis. Enfin, pour moi, il y a les deux formes, c'est le désespoir et l'espoir, sont deux formes d'erreur en fait. Et que quand on s'enferme dans une forme comme dans l'autre, on ne regarde plus la réalité en fait. Est-ce que le débat sur l'immigration, l'insécurité est pas repris par des partis politiques qui utilisent ça pour catalyser la haine et la rage des gens? Pour catalyser la haine et la rage, je sais pas. Pour s'en servir à des fins tactiques, là, c'est clair que, je pense que ce débat fait rage dans beaucoup de partis politiques dits traditionnels, que la France insoumise, par exemple, est en passe d'exploser sur cette question-là, parce que... Un peu comme en Allemagne, non? Oui, parce que, objectivement, la base de ce parti a une opinion sur l'immigration qui n'est pas du tout celle qui est représentée par les porte-paroles, par Mélenchon lui-même, par les discours, en fait. Mais ils sont allés tellement loin dans leur discours de l'immigration est une chance, nous enrichit, etc., qu'ils peuvent plus, ils seraient plus crédibles de changer complètement, de faire machine arrière là-dessus. Donc ils vont se suicider sur cette question, parce qu'électoralement, c'est un frein absolu pour eux. Et je pense que Macron lui-même s'est posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de récupérer beaucoup de popularité en faisant comme Sarkozy, c'est-à-dire simplement avec des discours un peu à la Colomb, un peu carchérisant, ça suffirait. Et je pense que ça suffirait. Mais il est entouré par tellement, ce système de cours, il y a les médias, etc., qu'il a trop peur de ça, et donc il n'osera pas le faire, je pense. Ce qu'a dit Colomb, c'est vrai, c'est pas vrai? C'était un effet de manche? C'était un colis piégé? C'était quoi? Il y a un peu des deux. Il a voulu considérablement emmerder son successeur, ça c'est sûr. Rappelez-nous ce qu'il a dit. En gros, la situation... alors, ça dépend. Il y a eu plusieurs propos. Il y a eu ceux qui étaient tenus en off quelques jours avant la démission, comme quoi, dans 5 à 6 ans, en gros, si on ne faisait rien, la situation serait incontrôlable et irréversible. Et il parlait d'une crise majeure, une sorte de guerre civile dans les banlieues françaises. Et en démissionnant, il a répété à peu près la même chose. Nous sommes plus côte à côte, nous sommes face à face. Un truc très dramatique. Mais je pense qu'il était ministre de l'Intérieur. Il a vu les mêmes choses que moi, parce que j'ai des informations aussi sur l'état de la situation réelle en France. Et donc, tout d'un coup, on lui a mis le nez dedans, en fait. Et là, il est sorti de l'idéal et il a vu la réalité des choses. Il a vu tous les jours les guet-apens de flics, ce qui se passe, le niveau de violence dans la société française, le niveau de tension est assez incroyable. Et les rapports vraiment du renseignement, de l'état-major, etc., sont très alarmants. Et normalement, le politicien en France les met au panier et se concentre uniquement sur sa communication. Et lui, je pense qu'il a dû en lire 2-3 et que ça l'a sincèrement ébranlé. Après, la vie continue. Il est maire de Lyon, tout va bien. Il faut bien manger. Il faut bien manger, voilà. Et puis, il peut pas lui-même... Il était ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur en France n'a aucun pouvoir, en fait. Le Français l'aime bien parce qu'il tient des discours. Il y a le Karcher, machin. C'est un tremplin populaire. Mais la clé de l'insécurité, c'est la justice qu'il a. Donc le ministre de l'Intérieur, c'est juste le chef de la police fait ce qu'elle peut, donc il n'a aucun pouvoir réel. Mais c'est une manière, encore une fois, de divertir le citoyen, ça. On en est où avec la justice? La justice française, c'est la grande question de la France orange mécanique. C'est pourquoi, dans le code pénal, un viol, c'est écrit 15 ans de prison.
Pourquoi concrètement la réquisition c'est 10 et la condamnation c'est 8 et finalement la peine réellement effectuée ça va être 4 ou 5 avec un aménagement de 2 ou 3 ans avec port de bracelet à la maison, etc. Pourquoi il y a 1% des violeurs qui sont condamnés? Pourquoi on en est à ce niveau-là en fait? Et ça, c'est la vraie question. Là, j'ai vu un papier récemment des juges de Bobigny qui expliquaient la justice des mineurs, on ne sert à rien parce que ils commettent des délits en tant que mineurs qui sont d'une gravité épouvantable, des viols en réunion, des lynchages, etc. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On les place dans des machins d'aide à l'enfance. Et où ils fument du shit et ils trafiquent entre eux et on les envoie en vacances, mais ça ne sert à rien. Donc la justice, elle est très très loin de prendre la mesure de la réalité de l'ultra-violence aujourd'hui. Guérilla, ça parlait de quoi? Guérilla, alors Gérard Collomb aurait pu écrire le scénario. Vous avez dans quelques années, dans un futur proche, un flic, ils sont à bout aujourd'hui, vous avez vu qu'ils se flinguent jusque sous les fenêtres de Matignon, parce que vraiment c'est un métier très difficile. On a vu une vidéo récemment de types qui insultaient les flics et tout ça, et même Yves Calvi a trouvé que c'était scandaleux. Sauf que ça c'est tous les jours. Vous allez dans un commissariat de police, n'importe lequel, même en province, partout, et vous verrez la pression psychologique que peut subir un policier aujourd'hui face à des individus qui ont parfaitement compris qu'ils étaient impunis, qu'ils ne risquaient pas grand-chose. Pour une paye de merde. Pour une paye de merde, absolument, pour obéir à une hiérarchie dont ils ne cautionnent absolument pas la soumission idéologique aux décideurs gouvernementaux. Il faut une abnégation incroyable pour être policier aujourd'hui en France. Et un jour, je pense qu'un de ces flics-là va se retrouver dans un de ces guet-apens. Il y en a à peu près tous les soirs. Donc, allô, il y a une poubelle qui brûle. Les flics vont parce qu'il faut accompagner les pompiers. Et il y a une vingtaine de types qui tombent sur la bagnole. Et les flics, un jour, on va tomber sur le type qui aura, je sais pas, qui aura passé un cap dans sa tête, et lui, il va pas se sauver, il va sortir son arme, et il va tirer dans le tas, il va faire des morts, et on va avoir un scénario à la 2005, et on va avoir en plus les actes terroristes qui vont se greffer là-dessus, et comme l'a dit récemment, paraît-il, le général de Villiers à son frère, on n'a pas les moyens, on n'a pas les hommes pour faire face à une situation d'embragement généralisée comme celle qu'on a connue en 2005. Et donc ça, c'est guérilla. Donc en quelques jours, on se rend compte qu'une société technologique développée, basée sur d'une complexité faramineuse, peut s'effondrer en fait. Vous avez cité, autre question Internet, il a cité Vincent Mignereau précédemment. Que pense-t-il de l'effondrement et du réchauffement climatique à venir? Son anticipation sur les tensions en France, l'effondrement écologique, l'effondrement des ressources, l'effondrement de l'énergie. Vous avez un avis là-dessus? Alors je partage un peu les inquiétudes de M. Mignereau. C'est un caractère très préoccupant de ce qui se passe. Et le fait qu'on ne semble pas prendre la mesure de ça, on parle toujours de croissance, de la démographie, etc., c'est génial, mais on ne voit pas les ennuis majeurs qui arrivent. Et on parle beaucoup d'écologie, mais jamais non plus de démographie, qui est quand même la première, la base de toute écologie, me semble-t-il, est démographique. Un peu malthusien, ça, non? Oui, c'est un peu malthusien, mais objectivement, c'est le cas. Si les espèces disparaissent, si la pollution est telle aujourd'hui, c'est essentiellement par ce qu'on peut appeler la prolifération humaine. On ne peut pas prendre... Le problème, il est encore une fois moral. On ne peut pas regarder ça en face, justement, sans s'accuser, sans se faire peur, de se dire, oui, mais de quoi on parle? Les êtres humains font ce qu'ils veulent, s'ils veulent se reproduire, ils se reproduisent. Oui, moi je vous l'ai dit, je ne suis pas pour interdire aux individus de se reproduire, mais simplement, faut regarder en face les conséquences de ce qui se passe. Une planète à 15 milliards d'individus, c'est pas la même chose qu'une planète à 6 milliards. Autre question Internet. Alors, pour vous, le plus dur pour la France, c'est la délinquance de rue ou c'est la délinquance fiscale? Alors, ça dépend. Si on parle Est-ce que les cols blancs sont autochtones? Est-ce que les cols blancs sont quoi? Oh, je pense qu'ils sont assez largement autochtones, oui. Parce qu'il y a ce phénomène, comme je l'ai dit, d'effondrement du capital social. Donc, les individus sont de plus en plus tentés par la triche. Parce que les types qui bossent aujourd'hui en France se disent c'est super, mais moi, j'ai pas envie qu'on me prenne 60% du fruit de mon travail pour le reverser à des types qui n'en foutent pas une. Concrètement, le raisonnement, c'est celui-là.
Et donc, ils préfèrent tricher un peu. Ils préfèrent essayer, tenter leur chance. Se barrer en Belgique. Se barrer en Belgique, beaucoup le font. Mais à tous les niveaux, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire le type qui va avoir un congé maladie plus long que prévu. Enfin, on voit tous ces phénomènes-là qui augmentent, en fait. Et ça, c'est une forme de refus, en fait, de cette société, de participer, de continuer à courir tout seul, alors que les autres courent un peu moins vite et tapent un peu plus dedans, et se font plaisir. Mais c'est difficile de mettre sur le même plan les deux délinquances, puisque celle, encore une fois, qui est très fortement ressentie par la fameuse population périphérique, la population d'en bas, c'est celle qui va rayer sa bagnole le matin. Et ça, pour un Français, un monsieur moyen, c'est un drame qui est bien plus important que tout le reste, en fait. Donc, évidemment, la délinquance fiscale coûte très cher aussi. Ce sont des dizaines de milliards d'euros, mais la délinquance aussi, enfin la petite délinquance, là, voilà, les dégradations de biens, les agressions gratuites, je crois qu'on a 1000 agressions gratuites par jour en France. Gratuite, ça veut dire sans mobile crapuleux. Bah, ça coûte très cher aussi, hein. On est à des dizaines, voire des centaines de milliards par an. Des centaines de milliards. C'est difficile à évaluer, il y a beaucoup d'économistes qui se sont penchés là-dessus. Certains ont trouvé que ça coûtait plusieurs centaines de milliards d'euros par an. Ils sortaient d'où ces économistes-là ? Alors celui-là, je crois que c'est Jacques Bichot, donc il faudrait le googliser pour moi parce que j'ai pas l'idée précise de sa bio, de son CV. De son parcours idéologique. Je crois que Capital avait fait un truc là-dessus, il avait parlé d'une trentaine de milliards par an. Après, ça dépend de ce qui est pris en compte, hein, le coût de la justice, des prisons, etc. Autre question Internet. Quelle analyse fait-il du fonctionnement de l'économie mondiale et des puissances occidentales qui encouragent les conflits dans la région en proie à une forte immigration? Est-il légitime de fuir la misère? L'Occident n'est-il pas la première cause de l'immigration qui l'atteint? Je pense pas que... Alors, sur la croissance démographique africaine, il est clair que l'Occident est le responsable principal. Objectivement, si l'Occident n'était pas si interventionniste, il n'y aurait pas... Sur la démographie. C'était... Je relis la question. Quelle analyse fait-il du fonctionnement de l'économie mondiale et des puissances occidentales qui encouragent les conflits dans les régions en proie à une forte émigration? Est-il légitime de fuir la misère? L'Occident n'est-il pas la cause première de l'immigration qui l'atteint? De dire que le fait que l'Occident va déstabiliser, s'amuser, faire mumuse avec des régimes orientaux change fortement le sort migratoire est un peu simplifié parce qu'en réalité, même si la Libye ne gère plus du tout l'immigration comme elle a pu le gérer du temps de Kadhafi, ce serait pour autant extrêmement facile de la stopper là. Donc c'est une manière de défausser le problème en fait et d'accuser les Américains et Sarkozy et compagnie de nous valoir ça. Mais là pour le coup, c'est pas le cas. Est-ce que c'est légitime de fuir la misère? Ah bah je vous dis, tout comportement, j'ai du mal à dire d'un comportement qu'il n'est pas légitime. Il s'explique et il faut expliquer les comportements des individus. C'est ça aussi, c'est qu'on a tellement peu l'habitude de parler des individus sans qu'il y ait forcément une connotation derrière qui soit péjorative ou stigmatisante, que c'est difficile de le faire. Je parle de l'immigration, du coût de l'immigration, mais ça ne veut pas dire que je suis contre les individus. C'est que si je constate que les retraites coûtent beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire que je veux déporter les retraités, c'est pas ça. Faire du compost avec? Bref, c'est vrai que ça pourquoi pas? Chacun a le droit d'avoir son idée sur la question. On préfère les brûler au bilan carbone et désastreux, mais... Question à propos de Malthus, que pense-t-il du darwinisme social et d'Herbert Spencer? Ouais, Spencer, j'en pense pas grand-chose, avait un petit peu tordu les idées de notre ami Darwin pour justifier certaines formes. Alors, je ne veux pas prêter à Spencer des idées qu'il n'a pas eues, mais il me semble que ça permettait de justifier en gros une forme d'ordre social en se basant sur les théories darwiniennes. En gros, les bourgeois sont bourgeois parce que leur génome il est mieux, etc. Il me semble que c'est ça. Donc là-dessus, un crétin quoi. Non, je dis pas du tout ça. Je pense que c'est peut-être quelqu'un de très brillant. J'avoue que j'ai pas lu l'intégralité de ses livres.
Je ne veux pas prononcer de jugement comme ça, il faut que j'étudie la question un peu plus avant de me prononcer. Bon, pour résumer trivialement vos bouquins, du moins le dernier sur l'immigration, on va où là? On va où? C'est difficile On de va à le la savoir. castagne, on va à la guerre civile, on va sur des pouvoirs politiques qui sont complètement impuissants, on est dans un déni, on est dans quoi là? Les pouvoirs politiques peuvent aussi bien continuer à aller vers l'impuissance, c'est-à-dire cette espèce de communication, de verbiage permanent et de refus de tenter quoi que ce soit, ou aller justement à l'inverse vers une forme de toute-puissance autoritaire. Ça, j'en sais rien. Les courbes, je le dis dans le bouquin, elles sont ce qu'elles sont. Mais une courbe, ça peut s'inverser, il peut y avoir un événement, une crise économique ou quoi que ce soit, qui peut changer complètement, intégralement la donne en fait. Et ça, je suis pas cartomancien, je peux pas vous dire tout va se passer comme ça. Je sais pas. Je sais pas si on aura plutôt une situation comme l'a dit Colomb, de guerre civile, ou plutôt une situation à la Houellebecq, que finalement le Français va continuer à se dire que tant pis et subir la situation, et petit à petit, on va se retrouver dans une forme d'espèce de soumission, j'en sais rien. Ça, l'avenir, je dis, si la situation reste telle qu'elle est à l'instant T, les projections démographiques font que la France va changer complètement. C'est tout ce que je peux dire. À combien de temps? Alors, les autochtones français seraient minoritaires à peu près autour de 2060 si on en restait à la situation actuelle. Ça veut dire sans grande modification, l'immigration reste à peu près ce qu'elle est, les naissances, etc., la mortalité, enfin si tout reste à peu près constant, ce serait à peu près une sorte de calcul comme ça qu'on peut faire. Mais c'est pas que la France, hein. Vous avez les pays scandinaves, vous avez l'Allemagne, vous avez l'Italie, enfin, c'est général en fait. Après, voilà, les citoyens sont libres, ils sont souverains, c'est à eux de choisir leur destin. Et pourquoi pas? Comment ils font si, selon vous, ils sont mal informés? Voilà, c'est aussi Mon livre fait le procès de la démocratie, mais fait aussi le procès de ces individus, de nous-mêmes, de Monsieur Moyen, de moi-même en fait. Si on est aussi majoritaire, si on a ces idées-là, si on ne supporte plus ce paysage médiatique qui ne nous représente pas, universitaire, administratif, politique, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on subit la situation? Pourquoi on continue à demander? Enfin, moi, on me demande tout le temps, mais qui sont les vrais responsables de tout ça? Eh bien, peut-être que c'est nous, en fait. Parce que en quoi on ne pourrait pas imposer cette souveraineté? En quoi on ne pourrait pas créer des médias qui soient représentatifs? En quoi on ne pourrait pas diffuser des informations utiles? Pourquoi on ne le fait pas, en fait? Et là, ça pose une question un peu plus métaphysique, profonde. C'est que peut-être il y a une sorte de fatigue d'exister dans ces peuples européens, je ne sais pas, une forme de contre-traumatisme de ce qui a pu se passer le siècle dernier, et que peut-être ils sont enchantés à l'idée de disparaître. Ils n'y voient pas d'objection majeure. J'avais vu l'émission où Yann Barthès recevait Michel Onfray. Onfray disait les blancs vont disparaître, mais ça ne me dérange pas du tout. Barthès disait oui, c'est important de dire que ça ne vous dérange pas. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse le jeu du Front National? On peut penser comme ça. On peut se dire que c'est pas grave, ou au pire que ça fait le jeu du Front National. Chacun est libre d'avoir sa vision, mais il faut assumer les conséquences, ses responsabilités. Il ne faut pas dire c'est la faute des autres et j'ai rien pu faire. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas dire j'ai eu peur d'Émeric Caron, donc j'ai rien fait. C'est que chacun doit faire ce qu'il estime bon de faire pour lui-même. Mais le principe de responsabilité individuelle en France, il n'est plus vraiment à l'ordre du jour, en fait. Émeric Caron, c'est votre copain? Alors, je l'ai croisé qu'une fois, et c'était pas un échange d'une cordialité absolue. Peut-être que si je le croisais par ailleurs, en dehors de tout contexte, sans aller jusqu'à manger de la viande, on pourrait peut-être boire un verre, et qu'on s'entendrait peut-être, je sais pas, qu'on pourrait parler au moins un petit peu, qu'il ne serait pas enfermé dans ce rôle d'indigné, inquisiteur, qu'il tenait à l'écran. Je sais pas, moi je parle à tout le monde, il n'y a pas de problème, hein. S'il veut qu'on se rencontre, j'accepte. Ici? Oh, ici ou ailleurs. Moi j'ai pas de problème avec ça, je peux parler à n'importe qui. Question d'Internet. Que pense-t-il de l'influence des États et des sociétés privées sur la vie privée des citoyens grâce au contrôle du numérique? Alors, le contrôle du numérique, c'est vrai, il y a quelques années, j'étais
optimiste, bêtement optimiste là-dessus, et je pensais que Internet ne serait pas repris en main rapidement par les grandes puissances étatiques, idéologiques, etc. Et je me trompais lourdement, puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, les contenus, notamment de Facebook, de Twitter, de YouTube, de Google, etc., sont repris en main par justement cette intelligentsia. Il y a eu des réunions qui ont été faites. Moi, j'ai eu des témoignages très précis de la réunion des représentants de Facebook, notamment, qui ont rencontré les décodeurs du monde, des Intox Libération, les Inrock, enfin bref, tous les journalistes comme lesquels il est convenu de penser. Et ils se sont accordés sur le fait d'exposer ou non, de mettre en avant ou non leur contenu selon l'opinion de ces grands médias en fait. Donc en gros, si le contenu d'un post Facebook n'est pas validé par le monde et par cette bonne pensée, eh bien il sera moins exposé que les autres. Et je l'ai constaté moi-même avec ma propre page Facebook. Et donc voilà, si on n'est pas dans la bonne direction, on perd sa visibilité. Et il y a des pages Twitter qui sont censurées arbitrairement, il y a des chaînes YouTube qui sont bannies. Voilà, la reprise de contrôle d'Internet depuis Trump a eu lieu et a bien eu lieu, je pense. Question d'Internet, vous en avez d'autres, les gars, ou pas du tout? Ils sont très fatigués, d'habitude, il y a plein de questions. Si vous avez si vous deviez assumer la tête d'un parti politique, moi, le principe de politique ne me plaît pas des masses parce que la notion de séduction est, à mon avis, trop importante. Donc, qui dit séduction dit mensonge et démagogie. Enfin, c'est vraiment un autre métier. Et c'est pas un métier qui m'intéresse. L'état de la presse, pour vous, c'est définitif, c'est mort? Non, c'est pas définitif parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'individus qui sont dans cette profession et qui sont victimes de cette profession. Effectivement, certains sont assez irrécupérables, mais d'autres pourraient... je peux pas, encore une fois, donner de nom. Non, mais enfin, voilà, les individus que j'ai pu citer, je sais pas, je suis pas sûr que Yann Barthès, un jour, vote Dupont-Aignan, par exemple. Oui. Non, mais parce que l'importance de son implication militante est telle que vraiment son identité est fondée sur ses prises de position politiques. Non, mais Dupont-Aignan qui dit qu'il va appliquer les mêmes mesures que Duarte sur les fumeurs de cannabis. Non, mais j'ai dit Dupont-Aignan pour dire ça, j'aurais pu dire, même pour Barthès, l'extrême droite commence à Bayrou. Le spectre est plus large que ça, si vous voulez. Mais je peux pas condamner définitivement la presse parce que il y a cet effet bande sardine qui peut arriver et que j'ai l'impression d'observer d'ailleurs, c'est-à-dire que on s'adapte à l'ère du temps quand même. De plus en plus, on va inviter des individus qui sont pas tout à fait alignés parce qu'on sait que ça fait de l'audience, c'est des soupapes un peu de décompression, ça permet à Monsieur Moyen de se dire quand même, voilà, ils en parlent un peu, donc ils sont pas si vendus que ça. Et que peut-être, par effet d'entraînement, par Davet et l'homme, par même des individus comme Colomb ou Martine Davet et l'homme, on les aime pas du tout. On va sortir d'ailleurs un petit scoop, les enfants. On va vous sortir 6 minutes de Davet et l'homme au Festival du journalisme de Couture-sur-Garonne. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Ce sera pour votre petit Noël. On vous le met bien au chaud. Eh ben, les Davet et l'homme et ces individus sentent qu'il y a l'air du temps, qu'il faut s'y adapter, que c'est le moment. Et pour ne pas perdre complètement le contrôle, en fait, faire ce fameux virage. Mais il y a une inertie énorme dans la profession, donc ça va être lent. C'est continuer de manger à la cantine, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et il faudrait que des investisseurs aient le cran de tenter de lancer des médias qui, pour le coup, à l'ancienne, vivent de leur lectorat, c'est-à-dire ciblent une opinion, et dépendent uniquement de ces lecteurs-là, plutôt que de subventions ou de financiers, etc. Et que... C'est pas les enfermer dans le même mode de pensée? Pas forcément. Si ils dépendent vraiment, pour le coup, des lecteurs, ils ont une obligation de véracité qui est un peu plus importante. S'ils ont envie d'être lus, ils sont obligés quand même de coller à une image du réel qui est plus en phase avec avec le réel qui est ressenti par les citoyens.
Si un financier lance une telle opération, il sera suivi par d'autres, etc. Ça va en désinhiber un certain nombre. Et là, on peut assister à une forme de virage assez global. Mais pour l'instant, le truc est bien cadenassé, c'est pas encore le cas. Vous avez des conseils pour les jeunes générations? Ça dépend. Ne pas devenir journaliste, par exemple. Ne pas imaginer que la jouer à la Pernod est la bonne tactique en se disant quand j'arriverai après 40 ans de carrière au JT de TF1, je pourrai dire ce que je veux. Ça, à mon avis, je déconseille parce que vous le ferez qu'une fois. Vous allez vous faire plaisir, mais vous allez disparaître des écrans. Et 40 ans d'investissement pour ça, c'est pas hyper pertinent. Je pense plutôt qu'il faut essayer de créer des solutions alternatives. Des médias alternatifs, des manières de diffuser l'information, originaux peut-être, hein, en tout cas hors de ce système qui va vous digérer sinon. Donc c'est plutôt ça que je dis aujourd'hui, mais encore une fois, je ne suis pas grand-chose, je ne peux pas conseiller, je n'ai pas des parcours clés en main, chacun doit réfléchir à ça en tout cas. Vous êtes fait quand même bien ravager comme auteur, non? Oui, absolument. Vous en gardez une rancœur ou pas? Non, parce que je m'attendais un peu, pour tout vous dire, on écrit un bouquin sur l'insécurité, on s'attend pas à voir que des potes, mais je pensais pas déjà que le livre aurait un tel succès. C'est catastrophique l'insécurité vraiment? 1000 agressions gratuites par jour officiellement recensées, c'est énorme. Le nombre de Françaises violées tous les jours aujourd'hui, c'était 200 à l'époque de la France Orange Mécanique. Ce nombre n'a cessé d'augmenter. Et d'ailleurs, on a tout fait pour le faire disparaître des statistiques. Il est extrêmement élevé, il n'a jamais été aussi élevé. Donc c'est vraiment, c'est quel type de viol? C'est des viols par des immigrés, par la famille, par le voisin? Il y a de tout. Il y a les viols, les fameux viols familiaux, conjugaux, qui représentent une part de ces viols, une part minoritaire, mais une part importante quand même. Et il y a les viols, alors souvent l'individu connu, qui n'est pas forcément de la famille, mais que voilà, par circonstance se retrouve en position de commettre le délit. Il y a aussi des viols par des inconnus parfaits, par ce qu'on a les prédateurs. Ça existe objectivement, et le nombre, c'est l'ampleur de ce phénomène est vraiment très importante. Et moi, ça m'a un peu scié que sur le plateau de Ruquier de dire il y a 200 femmes violées par jour en France, et on vous répond mais vous êtes raciste. Et finalement, 5 ans après, tout le monde dit effectivement les violences faites aux femmes c'est très préoccupant, mais n'empêche on a perdu 5 ans et ça fait 5 ans de victimes de plus. Et on refuse de se pencher sur le problème, de se dire mais attendez, 1% des violeurs condamnés, quand même c'est un problème. Vous les tenez pour responsables? Ils ont une part de responsabilité, c'est clair. C'est pas eux qui ont commis le délit, mais leur devoir, la déontologie journalistique stipule que normalement on doit transmettre les informations selon des critères impartiaux et de qualité neutre. C'est la charte de Munich? Je connais pas par cœur toutes les chartes, mais quoi la charte de Munich? J'ai lu suffisamment. Honnêtement, là, je pourrais pas vous citer de tête quoi que ce soit là-dessus. Ça parle de quoi? Ça sert à quoi? C'est pour qui? Alors là, et s'il ne me demandez pas le nombre exact de sous-marins nucléaires français, parce que le prix de la baguette, par contre, je le connais. C'est les droits et devoirs du journalisme, signé par beaucoup de pays. Mais alors, moi, je vous dis... L'équivalent du serment d'Hippocrate chez les journalistes. J'ai vu passer quantité de papiers sur la déontologie, qui étaient très beaux, vibrants, etc., sur ce qu'il fallait faire quand on était journaliste. Et c'est exactement ce que mes collègues ne faisaient pas. Donc, ça pose un problème. Et manifestement, voilà, le problème, ils sont une partie du problème, c'est clair. Comment vous voyez l'avenir de l'investigation ? L'investigation, elle souffre beaucoup du fait que aussi le journaliste est un faiseur de copies aujourd'hui. Vous avez n'importe quel truc, une dépêche qui va tomber de l'AFP, et la plus grosse part du boulot des journalistes consiste à la reproduire à peu près à l'identique, sans vérifier quoi que ce soit, sans vérifier les sources, sans faire le travail qui va avec en fait. Aujourd'hui, ils sont là pour remplir du contenu. On ajoute des articles à des prospectus publicitaires. Le journalisme, c'est quasiment ça aujourd'hui. Donc l'investigation coûte cher, demande beaucoup d'argent, de ténacité, etc. Elle existe de moins en moins. Donc évidemment, c'est déplorable, mais c'est la standardisation logique du métier sur l'infotainment, le divertissement. Le publi-reportage. Le publi-reportage, oui. Vous avez un avis sur Combini ?
Non, j'ai pas, non, j'ai pas. Brut? Non, j'ai pas d'avis. J'avoue que je regarde assez peu. J'ai dû voir passer quelques vidéos comme ça. Votre média préféré, c'est quoi? C'est Monsieur Moyen, je dirais. Hein. J'ai pas de référentiel où tous les jours je me dis j'ai un média. Alors je lis pas mal. Hein. Je lis les médias justement, tous les grands médias mainstream justement pour déceler, détecter un peu la manière de présenter les choses. Enfin, c'est un peu comme les contrats véreux. Hein. Vous avez un titre, etc. Vous avez un chapeau qui dit déjà un truc un peu différent. Le développement est encore sensiblement différent. Et la conclusion en tout petit, c'est que 95% des lecteurs ne liront pas. Et l'information essentielle du papier. Et cette manière de hiérarchiser l'information m'intéresse de par la technique qu'elle implique, des techniques de psychologie de base, hein, de manipulation de l'information. Et donc je m'intéresse à la presse en général en fait. Vous avez dit sur une web TV un peu catho de droite qui s'appelle, je crois, TV Liberté. TV Liberté. Que les migrants qui venaient chez nous, c'était pas les plus futés, pas les plus brillants, pas les plus... C'est absolument vrai, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'INED, l'INSEE. Le niveau de qualification des migrants, le niveau moyen de qualification des migrants français, il est très bas. C'est les plus débrouillards qui viennent, c'est ceux qui ont le plus la rage, qui ont envie de s'en sortir. Alors effectivement, qui ont la responsabilité de tout un village derrière eux. C'est objectivement des individus qui sont au-dessus de la moyenne du pays d'où ils viennent, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire la traversée, la plupart du temps, hein, même pour payer les passeurs. Payer les passeurs, je crois que ça allait de 2000 à 8000 euros, quelque chose comme ça en moyenne. Donc fournir 2000 euros quand on vient d'Afrique subsaharienne, c'est vraiment énorme. Donc c'est clair que les individus qui font le voyage ne sont pas du tout, ils sont pas représentatifs de leur propre pays. Mais pour autant, ils sont quand même loin des standards de l'OCDE. Ça, c'est un fait, quoi. Et on le constate sur plusieurs générations. C'est pas juste les immigrés, les descendants d'immigrés aussi, hein, d'après toutes les études réalisées par l'OCDE, que ce soit au niveau scolaire, en termes de compétences, ils tirent pas le niveau vers le haut. Ça, c'est un fait, c'est comme ça. Est-ce que vous avez des bouquins à conseiller à notre communauté ? Des bouquins à conseiller. Moi, je suis très client de tout ce qui est psychologie évolutive, Konrad Lorenz, Dawkins, etc. C'est quoi le réflexe de Lorenz ? Pour le coup, ça n'a rien à voir avec le... Comment ? Vous connaissez le réflexe de Lorenz ? Le réflexe de Lorenz ? Alors, je ne sais pas si on parle du même Lorenz. Konrad Lorenz. Vous connaissez le réflexe de Lorenz ? Je ne sais pas, dites-moi. Rafraîchissez-moi la mémoire. Vous savez, quand un animal fait sa toilette pour montrer sa soumission... Non. Là, comme ça, je vous dis, pourtant j'ai lu tous ces bouquins, mais ce truc précis ne m'a pas... je me suis beaucoup intéressé à ces recherches sur l'agression, l'éthologie comportementale. Sur l'agression, bon, vous avez peut-être pas bien lu. Non, mais ça a pu... Je lis beaucoup de trucs et je prétends pas retenir absolument tout comme ça et vous restituer tout... C'est l'esprit de l'escalier, hein. Je vais sortir tout à l'heure, je vais dire mais oui c'est ça, mais je pourrais pas revenir pour vous le dire. Mais Konrad Lorenz, quoi d'autre ? Konrad Lorenz, moi, après je sais pas, les auteurs classiques, il faut relire tous les classiques français évidemment, La Fontaine au premier rang de tous, Paul Valéry plus récemment, beaucoup de choses à nous apprendre. Ce ne sont pas des lectures qui sont en rapport avec les thèmes que je traite, hein, mais c'est les lectures que je conseille. Voilà. Donc tout ce qui est psychologie évolutive, vous avez Steven Pinker par exemple, qui publie pas mal de bouquins. Tous ces courants-là. Moi j'aime bien aussi les auteurs un peu libertaires, Charles Murray par exemple aux États-Unis, très intéressant. Des sujets qu'on trouve pas du tout en France. La France est complètement réticente à toutes ces notions-là, et totalement axée sur la sociologie, et refuse de voir ce qui se passe ailleurs en fait, dans les pays anglo-saxons notamment. Quelque chose à rajouter ? Non. Laurent Bertone, merci. Merci à vous.